Désormais, eh bien, la troisième table ronde de notre soirée qui est désormais dédiée à la culture. Voilà, l'occasion de mettre en lumière la dynamique du territoire en matière d'art, de spectacle vivant, de musique et son rayonnement à la fois national mais aussi international. Et alors on a beaucoup de chance ce soir puisqu'on a quand même le Monsieur Culture d'Europe 1, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un peu l'homme providentiel de cette séquence. On va faire une petite formation accélérée et on va... Alors évidemment, on attend votre présence pour compléter tous les films, les images. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Visite guidée et instantanée du musée des Beaux-Arts de Caen. Vous connaissez évidemment Thierry. Oh là là, tout petit, j'allais me promener dans le château, alors je n'échappais pas au musée des Beaux-Arts. Bon, alors, quelques images d'illustration qu'on va voir dans quelques instants, parce qu'il faut quand même savoir que c'est le premier musée des Beaux-Arts ouvert au public. La date 1809. Oh, non mais il est incollable. 1809, donc alors ça a été détruit quand même pendant les bombardements. Alors, de 1944, puis ensuite les collections ont heureusement été évacuées. Elles avaient été évacuées en 1939. Voilà. Et comme on y voit évidemment et qu'on peut y découvrir des collections exceptionnelles qui sont reconnues par la profession, bah là on est en train de découvrir, voilà, en images avec cette illustration, certaines des œuvres qui sont prêtées finalement à travers le monde. Et on voit alors en France, déjà pour commencer, voilà, c'est une carte qui représente le prêt-d'œuvre des collections du musée en France. Puis regardez, on va un peu sortir des frontières. Et ça vaut pour la période 2007-2017 quand même, il faut préciser. Il faut savoir que faire sortir une œuvre d'un musée, c'est très compliqué. La transporter, c'est compliqué. L'accrocher, c'est compliqué. C'est pas sur un claquement de doigts et ça demande beaucoup de connaissances du musée à qui l'on prête, souvent des relations humaines très fortes. Et donc tous ces petits pictogrammes qui s'affichent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations humaines très fortes et artistiques également. Voilà, puis on a aussi des œuvres aussi qui sont exceptionnelles. On trouve l'une des plus importantes collections de peinture du XVIe et du XVIIe siècle en région. Alors il y a des artistes aussi bien français, italiens, flamands, hollandais. On trouve aussi l'un des fonds de gravure les plus importants au monde. Oui. Voilà, un fonds de 50 000 pièces. Oui. Rembrandt, Jacques Callot. Puis évidemment, c'est un musée qui a abrité des expositions au rayonnement international. Absolument. Et moi, je tiens à dire que quand j'étais adolescent, la première fois que j'ai vu le mariage de la Vierge du Pérugin, ça m'a paru normal de voir une telle splendeur et je ne mesurais pas à quel point la ville de Caen avait une si grande chance d'avoir cette œuvre d'art d'un maître de Raphaël. Et aujourd'hui, avec le temps qui a passé, je me dis, mais quelle richesse! Et le musée des Beaux-Arts est riche de bien des œuvres, mais c'est vrai que ce mariage de la Vierge, qui date de 1501, ben voilà, ça fait partie des trésors du musée des Beaux-Arts. Et on continue à se promener un peu partout. On est parti au Japon. Ah bah oui, là on est parti en Asie, puis aussi, c'est assez rare pour le signaler, c'est qu'il y a un parc de sculptures évolutifs. C'est assez rare quand même des œuvres qui sont accessibles au public, en extérieur, donc c'est l'occasion vraiment d'aller se promener pour mieux les découvrir. Voilà. Alors, on va quitter un instant la Normandie, direction Genève, puisque nous sommes allés à la rencontre du directeur du musée d'art et d'histoire de Genève. Il s'agit de Jean-Yves Marin. Alors, il est né à Caen. Oui. Vraiment canet pure souche. Oh oui. Il a effectué ici son parcours universitaire en histoire de l'art et archéologie. Conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée de Normandie à Caen jusqu'en 2009, de souvenirs. Il partage ce soir avec nous son attachement à la région, au territoire. Et je vous propose désormais de le découvrir et de l'écouter en images. Je vis et je travaille à Genève. J'aime les musées d'art et d'histoire. C'est ma vie. Ce sont des collections fantastiques. J'ai grand plaisir à y être. Mais cependant, il me manque toujours la Normandie. À chaque fois que je peux, j'y vais. Chez moi, à Colleville-Montgomery, près de la mer, mais aussi à Caen, avec le petit pèlerinage indispensable, rue Froide, où j'ai vécu pendant un quart de siècle. Quand on regarde sa ville de loin, quand on a pris cette distance et que, comme moi, on a la chance de voyager beaucoup, on voit sa ville autrement. On la voit avec cette douceur que je mesurais moins quand j'y étais. Caen est une ville où il fait bon vivre, une ville agréable, à mi-chemin entre la mer et la campagne. C'est une ville qui a un patrimoine incroyable.
J'en ai eu la charge pendant un quart de siècle, je le connais très bien, et je mesure là aussi à nouveau combien il joue un rôle incroyable dans la cité. Que ce soit le château que chacun connaît, que ce soit la prairie dont on a oublié l'origine médiévale, les églises, le bâti construit, reconstruit en fonction des guerres, tout cela forme un ensemble historique considérable et qui est sans doute un des plus importants du pays. On oublie trop souvent cette dimension de Caen. À chaque fois que je le peux, j'essaie de convaincre mes collègues, qu'ils soient italiens, qu'ils soient suisses, qu'ils soient savoyards, de venir visiter notre région, qui apparaît tellement lointaine depuis la Suisse. Eh bien, quand ils reviennent, ils sont toujours très satisfaits de cette visite. Je ne trouve qu'un grand défaut à notre ville. Elle est trop discrète. On est cané, on est fier de l'être, mais on ne le dit pas. Caen a besoin de se faire connaître dans l'Europe entière. Et pour cela, elle a de bonnes raisons. Elle est à mi-chemin entre Paris et Londres. De cette situation privilégiée, elle a joué toute son histoire. Aujourd'hui, la globalisation ne doit pas faire s'éteindre cette dimension-là, mais bien au contraire, affirmer ce trait d'union entre la France et l'Angleterre, affirmer ce trait d'union dans la grande diagonale historique que constitue l'Europe. Et avec cela, Caen jouera un rôle, Caen a un très bel avenir. Bon, là, c'est plus un attachement, là, c'est un cri du cœur. Là, oui, hein. Alors je dois là vous c'est un dire... ambassadeur, hein, Oui. c'est bon. Je dois vous dire que je n'ai pas revu Jean-Yves depuis quelques années, j'allais dire des siècles. Et il n'a pas changé physiquement, et il n'a pas changé dans son enthousiasme et son énergie. Et vraiment, ça me fait plaisir. J'ai envie d'aller le voir à Genève. Alors malheureusement, il y a une très belle exposition qui a eu lieu à Caen et que je n'ai pas pu voir. Moi, c'est l'Attention au réel, qui était en place jusqu'en septembre dernier. Et grâce au prêt du musée que dirige Jean-Yves Marin, 53 tableaux ont été prêtés pour cette exposition. Donc, au-delà des mots de son attachement à Caen, on voit qu'il continue à œuvrer et que ces tableaux ont pu être vus par des Canets, des Normands et au-delà, grâce à ces liens si forts. Voilà, il œuvre activement, à distance, mais activement. Oh, il est très actif. Alors, de la peinture, on va désormais passer à la musique avec le Théâtre de Caen, voilà, qui offre une place privilégiée dans sa programmation à la musique. Alors, un seul mot d'ordre, c'est éclectisme, hein, c'est-à-dire c'est du baroque au contemporain, en passant par la musique classique, le jazz, les musiques du monde, ou comment allier exigence artistique et ouverture au plus grand nombre. Je vous laisse apprécier tout cela mélodieusement, en images, aux côtés de partenaires européens avec lesquels le Théâtre de Caen a collaboré sur des productions lyriques magnéto. Bonjour, je suis Tom Lyke-Burns, directeur du Théâtre de la Ville de Luxembourg. Nous sommes une maison pluridisciplinaire avec une programmation de théâtre, une large programmation de danse et aussi une programmation d'opéra. Et de par ce fait, nous avons la première compatibilité avec le Théâtre de Caen, qui lui aussi, évidemment, programme des opéras, mais aussi du théâtre. Et cette collaboration avec ce théâtre, qui dure maintenant voilà, une douzaine d'années, est très précieuse pour nous, pour plusieurs raisons. Il y a une évidence de compatibilité de plateau. Il est vrai que nos deux bâtiments ont été construits par le même architecte, bourbonnais, donc qui a d'abord construit le théâtre de Caen et ensuite le théâtre à Luxembourg. Et le fait d'avoir des plateaux similaires rend évidemment la collaboration beaucoup plus facile, surtout dans le domaine des œuvres lyriques. Et c'est dans ce domaine-là où nous avons vraiment réussi, à travers de nombreuses années, à construire un partenariat qui se décline à plusieurs niveaux. Les coproductions que nous avons réalisées ensemble ont permis donc à des œuvres moins connues quand même à voyager, pas seulement à Caen et à Luxembourg, mais aussi au-delà. Caen rayonne bien au-delà de la France et avec ces productions-là, nous émettons des signes importants de collaboration et de coproduction européenne et internationale. Et moi, je m'en réjouis et c'est un partenariat qui, pour nous, au Théâtre de la Ville de Luxembourg, est extrêmement précieux.
Voilà, et puisqu'on parle du théâtre de Caen, évidemment, on souhaitait ce soir mettre en lumière Sébastien Dossé, voilà, qui dirige l'ensemble Correspondance en résidence au théâtre de Caen depuis janvier 2016 et qui réunit eh bien, une troupe de chanteurs mais aussi d'instrumentistes, alors tous spécialistes de la musique du grand siècle, hein, comme on dit. Alors fondé à Lyon en 2009, Correspondance est devenu très clairement, alors en quelques années, c'est vraiment une référence dans le répertoire de la musique française du XVIIIe siècle. Je vous laisse découvrir cela en images et évidemment, petit retour par Thierry juste après. Vous avez tout dit. Alors l'ensemble Correspondance, il est né il y a un peu moins de 10 ans, avec une équipe de musiciens qui sortaient du Conservatoire supérieur de Lyon, et avec l'idée de défendre un répertoire très spécifique, qui est la musique française du XVIIe siècle. L'ensemble il est en résidence depuis maintenant presque 2 ans au Théâtre à Caen. On aborde avec le théâtre nos tout premiers projets lyriques. On a choisi Caen parce que c'est un lieu qui a une histoire très particulière, notamment avec le répertoire que nous on défend. C'est assez rare d'avoir des lieux dans le monde qui ont une affinité très forte avec une esthétique, un répertoire. Et donc il y a un lien de ce lieu et de ce public très fort avec le répertoire baroque. Chaque projet demande des temps de préparation différents. Là, pour un projet scénique comme celui-là, du fait de la longueur du spectacle, qui est 3 heures, du fait du nombre de participants, nombre d'artistes sur le plateau, c'est-à-dire plus de 70, on a un temps de répétition de 2 mois qui est à peu près conforme à l'exigence de ce projet-là. Le Théâtre de Caen, il fait partie de ces endroits où on est très bien pour préparer des projets denses, des projets construits, des projets qui ont vocation à vivre longtemps. Et je dois dire que l'équipe du théâtre et la manière dont on a été accueillis, c'est vraiment les conditions absolument idéales pour des artistes pour préparer des projets d'excellence, on pourrait dire, et de haut niveau. On voit que un lieu de culture a une influence durable sur son public. C'est-à-dire qu'on voit que le public qui nous accueille ici, il est connaisseur, il est exigeant, et puis aussi il est bienveillant. Je connais très peu de lieux en France et en Europe où on a vraiment un public comme ça, et Caen fait vraiment partie de cela. Tcham, wam, tcham, pam, pam. Wam, plutôt un son direct sur la première note et plus court. Ça donne envie d'aller les écouter, hein. Ah oui, ah ouais. Très grand ensemble. Public canet, connaisseur et bienveillant, je peux témoigner. Et sur la longévité, ce sillon qui est creusé depuis longtemps. Et il y a un mot que le canet et le normand emploient rarement, c'est le mot audace. Et je pense que le théâtre de Caen a fait preuve et fait preuve d'audace. Faire venir un ensemble aussi jeune qui a des projets aussi ambitieux, puisque le dernier en date, c'est quand même le Ballet de la Nuit. C'est la manifestation par les arts du pouvoir de Louis XIV. Je peux vous dire que même à Paris, certains directeurs n'auraient pas osé. Donc je pense que c'est vraiment magnifique d'avoir ce théâtre qui ose encore et qui propose des chefs-d'œuvre. Il y a un autre ensemble et il y a quelques affinités, pas seulement artistiques. C'est un ensemble tchèque, c'est le Collegium 1704 aussi qui a des coproductions avec le théâtre de Caen, parce que le théâtre de Caen coproduit beaucoup et ça c'est très important. Et notamment un opéra de Vivaldi qui a été donné en juin dernier. Je vous donne le titre parce que je ne connaissais pas cet opéra de Vivaldi. Voilà encore de l'audace. Arsilda Regina di Ponto. On voit que c'est une reine du pont. Voilà, c'est un grand ensemble, le Collegium 1704, qui a été créé par Václav Lux, orchestre et chœur. Et vraiment, je pense qu'on peut aussi féliciter, remercier Patrick Foll, le directeur du théâtre de Caen, qui est présent ce soir. Puis ça permet aussi d'accueillir en résidence aussi des talents qui viennent d'autres régions. C'est ça qui est intéressant. Il l'a bien dit, Sébastien Dossé, on a le temps.
Voilà, alors pour clôturer cette table ronde culturelle, on vous emmène désormais avec Thierry à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. C'est bien simple, c'est la mémoire vivante de l'écrit, de l'édition et de la création. Sont rassemblés, préservés et mis en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs, aussi bien de la vie du livre, de la création contemporaine. Un lieu où l'on peut découvrir, mais alors des œuvres, paraît-il, exceptionnelles, des pièces exceptionnelles, largement inédites, et d'ailleurs qui font la curiosité de nos collègues à la fois dans les autres régions, mais aussi à un niveau international. L'IMEC est une institution qui est née à la fin des années 80 à Paris et qui préserve, je crois pouvoir le dire, une des plus belles collections d'archives littéraires en Europe. C'est un patrimoine écrit de première importance, plus de 600 fonds qui retracent une histoire de la création et de la pensée contemporaine. Ce sont les archives, par exemple, entre autres, de Jacques Derrida, de Louis Althusser, d'Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire de très grands penseurs de ce qu'on appelle le second XXe siècle, mais aussi des archives de Marguerite Duras, qui est vraiment une très grande personnalité de la Normandie. Bref, une représentation importante pour la recherche, mais plus que ça, pour le public. 80% du patrimoine éditorial français, les plus grandes maisons d'édition, ont confié leurs archives à l'IMEC. Et donc ça fait une richesse qui, d'abord, est venue en Normandie, et puis maintenant, à partir de la Normandie, rayonne alors dans le monde, mais aussi au niveau, bien sûr, au niveau national. C'est quelques 20 000 personnes qui viennent, que ce soit dans nos expositions ou que ce soit au titre de visite. Quant aux chercheurs, c'est plus de 400 chercheurs par an qui viennent s'installer ici et qui s'y installent en résidence. Un tiers de nos chercheurs sont des chercheurs étrangers. C'est vraiment, à travers les activités de recherche de l'IMEC, c'est le monde entier qui vient à l'abbaye d'Ardenne. Tous les traducteurs de Derrida se réunissent depuis 10 ans, chaque année, pendant 8 jours, 10 jours, à l'abbaye d'Ardenne. Tous les gens qui viennent faire des films sur, je sais pas, François Giraud ou Marguerite Duras, viennent à l'abbaye d'Ardenne pour s'appuyer sur la matière inédite et toujours singulière et d'une très très grande beauté des originaux. Et c'est important aussi que le public sache et soit fier qu'il y ait des lieux de recherche sur son territoire, qu'il y ait des lieux qui soient très identifiés et très importants pour des publics lointains. Il faut qu'ils sachent aussi qu'une collection comme l'IMEC, il n'y en a qu'une au monde. Et donc l'abbaye d'Ardenne est incontournable. Voilà. Incontournable. Alors, il faut vraiment s'y promener parce que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, oui. Alors, vous connaissez tous l'abbaye d'Ardenne, abbaye Prémontré, créée au XIIe siècle. Ah oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas. En plus, c'est un lieu de grande émotion pour moi parce que je me souviens de l'abbaye avant l'IMEC et quand je vois que l'abbaye continue à vivre, c'est quand même extraordinaire et lieu de grande émotion parce que beaucoup de Canets savent que la ville devait être libérée le 6 juin au soir 1944, que certains Canadiens sont arrivés jusqu'à l'abbaye d'Ardenne et que la suite, il a fallu attendre le début du mois de juillet pour que la ville soit libérée. Donc, quand on me parle de l'abbaye d'Ardenne, ça va chercher loin dans mon cœur et dans ma mémoire. Alors, sujet suivant, voilà. On tourne un peu la page. Voilà. Après le témoignage d'Ariane Fornia au début de cette soirée, vous savez, cette jeune femme qui va revenir en Normandie et à Caen, nous allons à présent écouter des Normands, ou des Normands d'adoption d'ailleurs, qui ont débuté professionnellement à Caen, dont les parcours les ont éloignés géographiquement de ces racines professionnelles. Mais ils n'oublient pas ce qu'ils doivent à Caen, j'en suis aussi le premier vivant à vous le dire, mais eux vont le dire aussi, puisque c'est à Caen qu'ils ont débuté. Je vous laisse découvrir
les journalistes en question. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. L'école de journalisme, c'était ici, à France Bleu. Et je pense que ça a été pour moi la meilleure des écoles de journalisme. Si France Bleu n'avait pas existé, je ne serais pas ce que je suis devenu. C'est mes débuts, j'avais 20 ans, j'ai été accueillie à France Bleu Caen. Avec Élise Lucet, on a commencé là-bas. Et puis on a commencé en poussant la porte. Au bout d'une semaine, je suis sortie de là en me disant « Mais ce métier est absolument génial et c'est ça que je veux faire dans la vie. » C'est tout simplement la révélation de ma vocation et l'envie de faire ce métier, mais pour toute ma vie. C'est un endroit où, et c'est rare, on a le temps d'apprendre, on a le temps d'entendre, d'écouter, de regarder pour se perfectionner. Et c'est vraiment là que j'ai fait mes premières armes, grâce à la compétence et à la bienveillance des gens. Je pense à Francis Gauguin, le rédacteur en chef, je pense aux journalistes qui nous entouraient, qui sont toujours dans votre réseau. Ce que Francis, vraiment, pour le coup, nous a appris à tous, Francis Gauguin, c'est cette rigueur, c'est-à-dire qu'il reprenait chaque papier, il regardait, il me disait « Non, la virgule, tu la mets là. Est-ce que ça, tu l'as bien vérifié ?» Il était avec sa petite pépinière de journaliste et avec la volonté de nous faire progresser. J'allais de Deauville à Fécamp, en passant par Lisieux, pour aller suivre les compétitions sportives. Et c'était des moments extraordinaire. Moi, je partais avec ma petite Super 5, mon petit magnéto, et j'allais faire des interviews de pêcheurs, d'agriculteurs, de commerçants, enfin, bref, j'allais faire mon boulot. Et si je me plantais, j'étais toute seule. Et si je réussissais, j'étais toute seule aussi. À France Bleu, j'ai appris la rigueur, le sérieux, et puis aussi, encore une fois, cette capacité à travailler dans la bonne humeur et dans une belle ambiance. Ça m'a appris qu'un journaliste a un vrai sens de la responsabilité, et qu'on se doit de respecter les propos des gens qu'on va interviewer. Donc ça, c'est très important, hein. C'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. Le fait que ce soit une petite structure où les gens de l'animation soient en contact permanent avec les journalistes, eh bien, ça fait que ça donne une atmosphère un peu particulière. Je dis merci à France Bleu pour tout ce que j'ai appris là-bas et tout ce bagage avec lequel je me balade aujourd'hui. Un bagage à la fois d'humilité, de proximité et qui permet vraiment ensuite d'avancer sereinement dans le métier. Ce sera à jamais la maison qui m'a ouvert ses portes, qui m'a donné sa confiance, et ça n'a pas de prix. Caen, pour moi, c'est la ville de mes années étudiantes, quand j'étais à l'université de Caen. Et vous savez, ce phénix, la statue que tout le monde connaît sur le campus, à l'entrée du campus, qui a été peinte et repeinte à chaque carnaval ou à chaque manif d'étudiants. Et puis j'ai revu Caen quelques années après, cette fois dans mon parcours professionnel, quand j'étais rédacteur en chef adjoint à France 3 Basse-Normandie, parce qu'à l'époque, il y avait 2 Normandies encore. Et là, j'ai redécouvert Caen sous un autre angle. Caen, la ville proche de la mer, après le travail, quand il y avait les grandes marées, aller sur la côte en 5 minutes, c'est tout à fait formidable. Ça permet de prendre un vrai bol d'air. D'où Caen la mer aujourd'hui, maintenant je comprends d'où ça vient. Et puis, Caen, ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que c'est une ville de la reconstruction, qui a été reconstruite après la guerre. Toute cette âme, toute cette histoire et ce futur qu'il a fallu réinventer. Vive Caen! On va poursuivre tout simplement avec le troisième quiz. Oui, alors je voulais simplement savoir si Francis Gauguin était dans la salle ce soir, parce que si c'est le cas, je voudrais qu'on l'applaudisse très cher. Ah, mais voilà! Voilà l'homme qui a accouché tant de talents. Bravo Francis, je suis très très fier, je peux vous dire, on a travaillé ensemble longtemps. Vous aussi? Non, il était un peu avant moi. Il y a un vivier là chez France Bleu. Francis, moi, c'est une belle personne. Voilà, professionnellement, humainement. Vous pouvez encore l'applaudir, je pense. Et fidèle à sa région. Puisqu'en l'occurrence, il est encore présent. Allez, place désormais au troisième quiz de cette soirée pour tester nos connaissances, vos connaissances sur l'histoire régionale, mais aussi rendre hommage aux Canets qui ont marqué la grande histoire régionale. Alors, on est parti, 1 minute top chrono et on va commencer. Première énigme, c'est parti. Élève à Caen au Collège des Arts, mathématicien, astronome et physicien, auteur d'un ouvrage sur la mécanique céleste, je suis l'un des premiers savants à s'intéresser à la stabilité du système scolaire. J'ai également développé la théorie des probabilités.
Je suis, ça va très vite. Ah ouais. Voilà, nommé ministre de l'Intérieur sous le consulat Louis XVIII, m'élève au rang de marquis. Je suis Pierre Simon de la Place. Encore un lycée. C'est fou. On ne les connaît que par les lycées, tous ces hommes Oui, et femmes. C'est juste. Le Alors, prochain, oui. oui, éventuellement aussi. On va Chimiste, donner quelques indices. apothicaire français, né à Mathieu, mes démonstrations scientifiques au milieu du XVIIIe siècle inspireront les travaux des plus importants chimistes de l'époque et des grandes figures des Lumières comme Rousseau, Malesherbes. Je suis l'auteur de nombreuses communications à l'Académie des sciences qui contribuent une contribution significative à la chimie. Je suis. Allez, 5 secondes. Ah, c'est moins facile ça. Je suis Là, Guillaume François Rouel. Ah oui, celui-ci n'a pas de lycée à son nom, le pauvre. Alors là, il y avait vraiment un long silence. Ah oui. Je pense que pour la... Allez, c'est une femme, on va donner un indice. Issue d'une famille noble, mais sans fortune du pays d'Auge. Je suis admise et instruite au couvent de l'abbaye aux Dames de Caen à l'âge de 13 ans. Témoin des dérives violentes de la Révolution, j'en tiens pour responsable Jean-Paul Marat, député montagnard que j'assassine à Paris le 13 juillet 1793. Corday, voilà. Là, il y avait un peu plus Oui. d'effervescence. Et pour moi, c'est voilà, une évidemment. confiserie de la rue Saint-Jean, vous voyez. Oui, c'est... La gourmandise est un vilain défaut, mais pas quand on est cané. Alors, À Trouville enfin... aussi, d'ailleurs, à Trouville aussi. Ah oui. Enfin, compositeur d'opéra comique, c'était pour moi. Né à Caen en 1782, j'ouvre l'ère du grand opéra historique. Richard Wagner est mon plus fervent admirateur et mon buste est au fronton de l'Opéra Garnier à Paris. Enfin, l'un des bustes. Une station RER porte aujourd'hui mon nom. Je suis... Daniel François Esprit Aubert, que j'ai connu grâce à un timbre dans les années 70. Je ne savais même pas qu'il était musicien et qu'il exista. Mais vous aviez le timbre. Et j'avais le Là timbre. était l'essentiel. Avec une oblitération premier jour, s'il vous plaît.